on fait pour en arriver là? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de la Porte de Versailles, le Salon de l'Agriculture, bien sûr, pour un débat. Egalim 2 a-t-elle permis d'inverser le rapport de force avec les GMS? Alors c'est vrai que cette loi est appréciée par le secteur agricole. C'est vrai que cette loi doit sacraliser quelque part le revenu pour les producteurs pour permettre d'avoir une chaîne de valeur qui soit respectée. Et on voit bien que c'est pas forcément simple avec la grande distribution et que les négociations commerciales qui vont se terminer là prochainement achoppent sur un certain nombre de points. Et j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Besson-Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député du département de l'Aube et vous êtes à l'origine de cette fameuse loi Egalim 2. À vos côtés, Éric Delorme, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes agriculteur dans le Loiret. Vous cultivez quoi? Alors sur l'exploitation, je cultive du blé tendre en filière CRC, du blé améliorant en filière CRC, du blé dur en filière Panzani, betterave sucrière avec Cristal Union, des pommes de terre et des épinards pour le Danemark. Une belle rotation. À ma gauche, André Bernard, bonjour. Bonjour. Agriculteur aussi? Agriculteur dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, et vous produisez quoi? Des tomates industrie, des fraises, de l'ail, des semences et production de légumes sous serre photovoltaïque. Et de multiples casquettes, notamment à la Chambre d'agriculture, donc Provence, Côte d'Azur. Et juste à vos côtés, André Bouchu. Bonjour André. Bonjour. Agriculteur mais à la retraite. À la retraite depuis quelques mois. Et puis vous êtes aussi... J'étais syndicaliste toute ma vie et depuis quelques temps, je suis au Parlement de l'Union populaire qui soutient le programme de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Alors, Grégory Besson-Moreau, on va démarrer par vous. Il faut un peu de pédagogie. Rappelez-moi, Egalim 2, sa vocation, c'est quoi? Sa vocation, c'est de protéger la rémunération des agriculteurs. C'est sa vocation première. Car je le rappelle, qu'est-ce qui se passait avant cette loi? La grande distribution négociait avec les industriels de l'agroalimentaire et avec ce qu'il restait, on payait sa matière première agricole, donc on payait les agriculteurs. Nous, ce que l'on a dit, c'est on renverse la mécanique et on construit le prix par le bas. Donc d'abord, les agriculteurs doivent avoir un contrat de 3 ans avec leur premier acheteur. Ce premier acheteur prend ce prix et il n'a pas le droit de le négocier. Mais il faut le protéger, ce premier acheteur, qui est souvent industriel. Donc il va voir la grande distribution et il dit, bien voilà, mon prix, il est construit avec une matière première agricole qui coûte tant. Et on a inclus dans la loi ce qu'on appelle la non-négociabilité du coût de la matière première agricole. C'est-à-dire que la grande distribution n'a plus le droit de négocier le montant de la partie agricole dans le produit. Donc on a vraiment construit le prix en marche avant et en plus on l'a protégé. Alors, il y a des négociations actuelles. Chaque année, effectivement, la grande distribution, tous les maillons de la chaîne doivent négocier. Aujourd'hui, ça bloque. Pourquoi? Alors, ça bloque parce qu'un produit transformé, il n'y a pas que de la matière première agricole. Il y a aussi le coût de la transformation, le coût industriel, le coût de l'énergie, le coût du plastique, le coût de l'eau, du verre, enfin tous les coûts. Et ces coûts-là, aujourd'hui, on le voit, avec l'inflation, ont explosé. Et c'est vrai que les industriels vont voir la grande distribution en leur disant, voilà, tu n'as pas le droit de négocier la matière première agricole, mais la grande distribution continue de négocier les autres coûts. Donc ils sont en pleine tension. La fin des négociations, c'est dans 2 jours, à minuit. Donc on comptera les bouses à la fin de la foire. Mais ce que je vois quand même, c'est que beaucoup dans les communiqués de presse des différentes organisations syndicales, il y a marqué, attention, il faut respecter la loi. Et on a l'impression que les GMS ne les respectent pas. Alors, le retour que moi j'ai, le retour des différentes filières, c'est que sur la matière première agricole, la grande distribution a quand même respecté. On le voit avec les industriels qui ont signé, ils nous le disent. Quand on est venu avec une augmentation du coût de la matière première agricole, la grande distribution l'a accepté. La brancière pas négocié. De toute façon, on n'a pas le droit de le négocier. En revanche, lorsque l'on vient et qu'on dit, mais moi, pour fabriquer ce yaourt, pour fabriquer ce pot de sauce tomate avec de la viande à l'intérieur, moi j'ai des coûts aussi industriels. Et là, effectivement, il y a encore des tensions. Ils n'arrivent pas à faire passer les hausses nécessaires. Et c'est vrai que lorsque l'on fragilise la partie agroalimentaire, l'industriel, on fragilise aussi l'agriculture. Il ne peut pas y avoir d'agriculture sans industriel de l'agroalimentaire. Il ne peut pas y avoir d'industrie agroalimentaire française sans agriculture. Les deux sont liés. Et donc ce que l'on dit aujourd'hui à la grande distribution, c'est soyez ouverts, prenez ces hausses. Alors bien sûr, il faut les contrôler. Un industriel qui vient avec 15% de hausse alors qu'il n'en a besoin que de 5 ou de 6, il faut qu'il soit peut-être aussi un peu plus transparent. Donc ce qu'on leur dit, c'est transparence totale, ouvrez vos carnets, ouvrez vos livres et faites passer des hausses quand c'est vraiment nécessaire. André Bernard, votre vision? Je pense qu'effectivement, la loi Egalim 2 et la loi Egalim 1 ont permis quand même des belles avancées. Effectivement, aujourd'hui, on est dans la négociation pour les prix de cette année. On a un concours de circonstances qui, effectivement, on a une flambée, une explosion des coûts, aussi bien en production agricole que tous les coûts que supportent
les industriels de la transformation, du transport et autres, qu'effectivement la grande distribution joue le jeu de vouloir être protecteur des consommateurs. Mais il est peut-être protecteur des consommateurs à court terme. Parce que comme vient de le dire monsieur le député, si on tue la production et si on tue la transformation, on achètera ailleurs. Et on achètera plus cher, avec des impacts sur l'environnement et sur le plan social beaucoup plus lourds. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une juste rémunération des producteurs, des transformateurs, de toute la filière. Parce qu'effectivement, l'alimentaire, c'est quand même une arme stratégique. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les événements font peur à tout le monde parce que demain, il y aura peut-être moins de production. Et s'il y a moins de production, ça va continuer à monter. Donc on a la chance d'avoir un pays qui a une agriculture très diversifiée, en pointe en termes de qualité, de technologie. Mais tout ça, ça a un prix. Et ce prix, il faut arriver à le récupérer pour que les producteurs soient payés correctement. Donc, André Bernard, ce que vous dites, il faut que la grande distribution paye, coûte que coûte, et que le consommateur paye. Oui, il faut qu'il paye un certain prix. Je suis d'accord, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes capables de sortir notre prix de revient. Nous, le coût des intrants, grâce aux Zimpampa, nous pouvons annoncer, vérifier les hausses que nous subissons. Les industriels, pareil. Et on a en face de nous, on sait qu'on est entre 25 et 30% de hausse sur la plupart des produits. Et on a des industriels qui voudraient baisser le prix aux industriels et continuer de le faire monter aux consommateurs. C'est pas tenable. La vision de la France insoumise, enfin plutôt l'Union populaire. De l'Union populaire, oui. Alors, sur l'idée, la loi Egalim 2, ben pourquoi pas, parce que si on pouvait réguler, si on pouvait permettre aux agriculteurs de vivre, oui, pourquoi pas. Le résultat, c'est que ça ne fonctionne pas. Les derniers chiffres du recensement viennent de tomber, moins 100 000 paysans en 10 ans. La décennie précédente, c'était moins 110 000 paysans. On n'est pas sur le même pas de temps. On n'est pas sur le même pas de temps, mais je veux dire qu'on n'a rien inversé. Aujourd'hui, les paysans ne vivent toujours pas mieux. Quand on voit le nombre de paysans qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est énorme. Ça veut dire que l'histoire, elle ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. C'est qu'on est sur un marché totalement libéralisé. Je vais prendre l'exemple de la viande bovine, pour changer on pourrait parler de fruits et légumes, je vais prendre l'exemple de la viande bovine. Aujourd'hui, les indices de coûts de production, ils n'existent pas. Quelqu'un qui est producteur, admettons quelqu'un qui a 60 vaches allaitantes et qui vend tout à, peu importe à un revendeur, peu importe à qui il vend, il va se trouver en face, il va pouvoir proposer un prix. L'acheteur, en théorie, ne peut pas négocier, mais il va lui dire bah, non, moi je ne suis pas intéressé à ce prix-là, parce qu'à côté, il y en a un qui aura fait moins cher. Conclusion, on est sur une mise en concurrence totalement exacerbée. L'obligation de faire des contrats sur 3 ans pose un souci énorme. Ça veut dire que le fonctionnement tel qu'il aurait voulu fonctionner, ça ne marche pas. Donc on a un gros problème et c'était fait entre autres pour la question de la viande bovine. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais la solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux? Ça veut dire qu'il faut peut-être revoir notre façon de fonctionner, notre façon de faire de l'économie. Aujourd'hui, on a une économie avec des portes totalement ouvertes. Ça veut dire que certains proposent des éléments tels que les prix minimum d'entrée. Il faut réfléchir autrement. Aujourd'hui, on a tout ouvert. On a tout ouvert. Si, il faut remettre des règles du jeu. Si on n'assainit pas cette mise en concurrence, on n'y arrivera pas. Donc c'est un choix politique de fond. Éric Delorme, la vision de l'agriculteur. Alors moi je suis en grande culture, c'est un petit peu différent, mais je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. La loi Egalim, aujourd'hui, elle a fait prendre conscience à certains acteurs de la filière. Et je vais prendre pour exemple ma filière épinards-porte-graines. Aujourd'hui, les coûts de production n'étaient pas couverts et demain, ils le seront. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est demain. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Demain, je vais pouvoir les couvrir et pouvoir me rémunérer et envisager l'avenir. Et aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. Et donc, la loi Egalim, je pense qu'elle est très importante, c'est pour les éleveurs. Parce que des coups de carcasse qui sont vendus à 3,60 €, c'est pas tenable, c'est pas vivable pour eux. Ces gens-là travaillent plus de 68 heures par semaine de moyenne pour 850 à 1300 € par mois. Et ça, c'est inacceptable dans un pays comme dans le nôtre où on mange bien, on bouffe bien. Et ça, c'est pas tenable. Et cette loi doit permettre de rémunérer ces gens à leur juste valeur et rémunérer leur travail parce que c'est un travail de qualité, de passionné. Et c'est ce qu'ils font au quotidien, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, je tiens à ce que ça continue. On ne peut pas dire que la loi n'a pas fonctionné. Moi, le premier retour que j'ai, pour que la loi fonctionne, il faut l'analyser. Et les signatures finissent dans 2 jours. Mais on a déjà des premières signatures. Moi, quand je vois que dans le lait, on vient de passer les 400 € les 1000 litres. 400 € les 1000 litres. Quand est-ce qu'on a vu un 4 devant ce premier chiffre? Ça faisait des années et des années. Et la dernière fois, de mémoire, je crois que c'était même en francs. On a des avancées. Et pourquoi on a des avancées? Parce qu'on a contractualisé. Parce qu'on a réussi à se sécuriser, on a réussi à créer des indicateurs de coûts de production, à les inclure dans la loi et à faire qu'on négocie à partir de ces indicateurs de coûts de production. Et pour l'élevage,
Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est la contractualisation. Un jeune qui s'installe, il doit pouvoir se projeter sur les 3 prochaines années. Alors oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour les négociants. C'est compliqué pour le premier acheteur parce que ça change complètement. La réalité aujourd'hui qu'on a, c'est que sur l'élevage, on se tape dans la main, on négocie en francs, et puis on se dit, t'inquiète pas, là, c'est pas très bien payé, mais le prochain coup, ça sera bien payé. Le prochain coup, moi, ça fait 20 ans que je l'attends. Et la réalité, c'est que lorsqu'on était payé en francs, on gagnait autant que lorsqu'on était payé. On est payé aujourd'hui en euros. Le prix n'a pas du tout évolué. Moi, je préfère de la sécurité que 365 contrats de 1 jour dans l'année. Ça, pour moi, c'est de la précarité. Alors oui, c'est compliqué. Mais moi, j'appelle aujourd'hui tous les éleveurs à contractualiser. C'est la contractualisation qui va les sécuriser. Alors oui, on est dans un monde international, un monde de marché où on négocie, mais on ne va pas revenir en arrière. C'est peut-être le rêve de certains, mais si demain on arrête d'exporter du lait, d'exporter de la viande, eh bien en fait, c'est la ferme France complète qui s'effondrera. Donc on doit contractualiser, on doit imposer aux abatteurs, aux industriels de respecter le coût de production. Et pour ce faire, on a mis dans la loi la non-négociabilité du coût de la matière première agricole. La grande distribution n'a plus le choix. Elle n'a plus le droit de négocier la matière première agricole. Nous sommes le seul et le premier pays européen. Et moi, je peux vous assurer que l'ensemble des ambassades, des conseillers agricoles de toutes ces ambassades, y compris outre-Atlantique, viennent nous voir et nous disent « Mais moi, j'aimerais bien mettre ça en place dans mon pays. » Parce que la réalité, c'est qu'aux États-Unis, l'âge moyen, c'est 65 ans d'une exploitation. Ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus produire. Pourquoi est-ce que la Russie, entre guillemets, avec d'autres aspects, attaque l'Ukraine? Parce que l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. En Inde, c'est 110 millions d'Indiens qui ne veulent plus devenir agriculteurs. Donc si on continue à ne pas rémunérer dignement les agriculteurs, on va vers une pénurie alimentaire complète. Parce qu'il faut le dire. Oui, pardon Jean-Paul. On a déjà perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Et on va continuer, sachant qu'il y a 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Oui. Donc il faut transmettre nos exploitations. C'est ce que nous avons, c'est ce que nos parents ont fait. Et c'est ce que nous devons faire pour transmettre aux jeunes. Dans les meilleures conditions possibles et avec une rémunération à leur niveau. Mais bien sûr, ça vous avez raison, mais c'est la vision, on va dire, à long terme, sur un pas de temps important. Moi, ce qui m'intéressait, la loi, vous avez applaudi de main quand elle est sortie, sanctuariser le prix de la production, c'était exactement ce que vous demandiez, vous, messieurs les agriculteurs. Simplement, il faut peut-être faire Egalim 3 en situation de crise. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a eu un changement de contexte qui fait que la loi, c'est un peu compliqué. Et je vous rejoins, alors pas sur un Egalim 3, peut-être qu'on lui lui trouver un autre nom, sinon on va commencer à se lasser. Mais oui, il manque la protection de la partie transformation. Mais moi, je vais refaire un petit peu d'histoire. À l'époque, je suis allé les voir, les transformateurs. Et moi, je leur dis, aujourd'hui, je suis allé les voir et je leur dis, ce qui serait bien, comme on a fait avec les agriculteurs, transparence totale, et puis on met des index, des indicateurs coûts de production, on va vous protéger. À l'époque, il n'y avait pas d'inflation. Donc je leur ai dit, on va mettre un index. Parce que si un jour il y a une inflation, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, on m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, on s'est négocié. Et maintenant, on vient voir en disant, il faudrait peut-être mettre un index. Oui, il faut mettre quelque chose qui puisse permettre de protéger. Quand l'énergie a décollé, l'État a su bloquer les coûts de l'énergie. Et bien à un moment donné, s'il y a des inflations qui décollent, peut-être que l'État doit pouvoir mettre un index en place qui vienne protéger la transformation et donc le monde agricole, tout en protégeant également, ne l'oublions jamais, le consommateur. Le consommateur, c'est lui qui décide. Si demain le porc français est trop cher, il ira chercher du porc allemand. Et donc il faut le protéger. Protéger, ça veut dire bloquer, plafonner? C'est pas plafonner, c'est faire passer des hausses si les hausses sont vraiment nécessaires. Moi, je pense qu'effectivement, il faut jouer la transparence, il faut l'organisation des filières. Il faut la transparence dans les coûts à la production, à la transformation et au transport. Et il faut aussi la connaissance des coûts de la distribution. Parce que c'est peut-être là aussi qu'on aura quelques surprises à un certain moment. Donc on a fait une première étape sur les prix agricoles. Ils sont sanctuarisés. Effectivement, ça a permis aux industriels de rentrer en négociation en se calant là-dessus. Mais l'inflation sur l'ensemble des autres intrants étant explosive, c'est très dur. Mais je crois qu'il faut de la transparence. Et il faut aussi que le consommateur se rende compte de combien il dépense aujourd'hui pour l'alimentaire et quelle est la part qui revient au monde agricole. Parce que les dépenses à côté d'audio, de vidéo, de confort et autres, ça a pris une grosse part du budget. Et la part alimentaire, elle est congrue. Et elle est tellement congrue qu'effectivement, on n'a plus d'installation, on n'a plus la relève. Et demain, on sera dépendant de qui pour se nourrir? Parce qu'on voit bien que tous les systèmes dans le monde ne rémunèrent pas correctement les paysans. Et c'est pas gagné pour demain, parce que cette semaine, l'invasion de l'Ukraine, tout qui va augmenter, il faut se dire la vérité, ça va être compliqué pour le consommateur aussi. Alors ce qui était valable, et il fallait remonter certainement le prix d'achat, ça va être de plus en plus complexe. Parce que le consommateur, il aura de moins en moins d'argent. Pas forcément, enfin, c'est une question de répartition. Alors là, on passe sur un autre sujet. Est-ce que c'est l'agriculture
qui doit avoir la fonction sociale de faire en sorte que chacun puisse accéder à une alimentation de qualité. Je pense pas que l'agriculture a pour mission de produire une alimentation de qualité. Après, de faire en sorte que chacun ait un revenu, c'est quand même de l'ordre de l'État et c'est des décisions politiques. Moi, simplement quelques éléments. Je reviens sur mon histoire de viande bovine. Pour l'instant, on n'a toujours pas l'indice des coûts de production, donc ça pose problème pour faire des contrats. Ça, c'est la première chose. Donc, il a été demandé à l'État à inciter que ça se passe. Deuxièmement, un paysan qui est seul. Là, je reprends mon éleveur qui est seul. C'est lui qui doit établir le contrat. Ça veut dire que juridiquement, c'est compliqué. Et globalement, les gens n'ont pas les compétences. Certains arrivent à avoir des conseillers juridiques dignes de ce nom, mais c'est quand même très compliqué. Par ailleurs, la coopération est exclue de l'obligation de contractualisation, ce qui pose quand même un peu des questions. Et puis, moi, je suis dans la filière fruits et légumes, que je connais très bien. Et là, on n'a pas eu obligation de faire des contrats. Et je l'ai regretté. J'ai dit. C'est que la filière a demandé à ne pas les faire. Oui, mais. Ouais, le fait a demandé à ne pas y être. Nous, les transformés, on veut y être. Oui, et on y est. Oui, non, mais. J'ai pas tout. Non, mais j'ai été en désaccord avec l'interprofession des fruits et légumes là-dessus. J'étais en désaccord en disant qu'on ne peut pas tout contractualiser. On peut pas tout contractualiser. Par contre, les gros volumes, notamment des coop ou des gros faiseurs avec les supermarchés, ça a permis de donner un minimum. Et on avait dit, avec un tunnel de prix, ça peut être intéressant. La filière fruits et légumes, dans sa grande majorité, l'a refusé. Ça veut dire que la question, c'est pas d'être pour ou contre. On a tout libéralisé avec la loi de modernisation agricole en 2008. Hein. Ça veut dire que, bah oui, je suis désolé, on s'est opposé à cette époque-là, c'est passé. J'ai suivi un peu la crise laitière à ce moment-là. Et Bruno Le Maire nous avait dit, il n'y a qu'une seule solution, c'est des contrats. Alors pour le lait, ça pouvait marcher. Sur les filières culture comme les vôtres, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne depuis longtemps, oui, mais ça ne fonctionne pas pour tout. Et puis il faut mettre un cadre autour. Et ce cadre, il n'y est pas. Et on ne peut pas mettre toutes les cultures, mais quand on a un pourcentage sur nos exploitations et quand ça représente un pourcentage de notre chiffre d'affaires, ça nous sécurise, c'est important. Et on dort peut-être un peu mieux. C'est surtout ça. Et on a un vrai souci quand même avec la grande distribution. On a l'impression qu'il y a des distributeurs qui jouent le jeu, d'autres pas. Grégory Besson-Moreau, vous sentez cette hétérogénéité en fonction des centrales d'achat ? Oui, il y en a qui n'ont pas voulu jouer le jeu. On les a gentiment conviés à l'Assemblée nationale, dans les différents ministères. On le voit, il y en a certains qui ont reçu des sanctions. Je ne vais pas donner de nom parce que le mauvais élève de l'année dernière peut être le bon élève de cette année. Ce qu'il faut, c'est leur mettre tous d'aplomb. Et les sanctions sont très très fortes. Très 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 fortes. Et lors des comités de suivi que l'on fait avec les 3 ministres, de l'agriculture, de l'économie et autres, on est très très clair. Un contrat qui n'est pas signé, c'est 375 000 € d'amende. Quand vous êtes industriel, vous pouvez avoir des dizaines, voire centaines de contrats. Ce sont des millions d'euros qu'ils ont au-dessus de la tête. Aujourd'hui, avec toutes les centrales d'achat, tous les distributeurs, on a 1,5 milliard d'euros d'amende en cours. C'est colossal. Ils ne peuvent plus résister. Donc on le voit sur le coût de matières premières agricoles, il commence à céder parce que c'est nécessaire et aussi parce que c'est une demande du consommateur. Les consommateurs veulent rémunérer les agriculteurs français. Ils le veulent, mais au juste prix. Donc c'est ce qu'on fait, des prix bas, mais des prix justes. C'est dommage d'en arriver là, quoi. Parce que nous, dans nos exploitations, on est quand même très humains. On donne notre parole et notre parole vaut signature. Souvent, très souvent, et on se fait avoir. Et je trouve qu'il faut en arriver à des grosses sanctions pour que ça puisse faire bouger les choses. Mais c'est souvent comme ça, hein, André Bernard. Alors, permettez-moi je préfère regarder devant que dans le rétroviseur. Les années passées, on a vu ce que ça a produit, on voit les recensements généraux agricoles, ce que ça donne. Moi, je fais tout à fait confiance au gouvernement qui a mis en place ces lois. Et il faut qu'on travaille pour regarder devant. Et regarder devant, ça veut dire pouvoir avoir un revenu décent pour l'ensemble des acteurs de la filière qui nourrit le peuple, qui nourrit la France, pour pouvoir installer les jeunes et les faire rentrer dans les métiers, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et permettez-moi quand même de rappeler 2 chiffres. Au sortir de la guerre dans les années 60, 44% des dépenses, c'était l'alimentaire. Et 22% revenaient aux agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes à 13% dans les dépenses des consommateurs et 3,5% revient aux agriculteurs. 3,5% qui revient aux agriculteurs. On monte à 4 ou à 4,5, on a réglé le problème. Et ça ne changera pas quelque chose pour le consommateur. C'est un problème de répartition de la valeur dans la chaîne. Nous sommes presque au terme de cette émission. Grégory Besson-Moreau, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui des négociations. On va y arriver ou pas? Quelle est la situation à 2 jours de la fin des négociations? Moi, je suis optimiste, donc on va y arriver. On ne va pas y arriver spécialement facilement.
Voilà, il faudra y aller au forceps. Ça va être un peu compliqué de faire rentrer tout ça dans la boîte. Il y en a qui ne jouent pas le jeu. Distributeurs comme industriels. Parce que les industriels, on les a obligés par la loi à être transparents, à dire « Moi, cette année, ma matière première agricole, voilà combien je la paye. » Et d'ailleurs, je l'ai augmenté de quelques pourcents, parce que c'était une demande de mes éleveurs, de mes producteurs, de mes agriculteurs. Et ils ne veulent pas jouer les jeux, pour certains. Donc, tout le monde doit peut-être remettre sa pendule à l'heure chez soi. On est dans la dernière ligne droite, il reste 2 jours et 1 nuit. J'y crois, on va y arriver. Parce qu'on sait que la transformation, des fois, ne joue pas totalement le jeu. Et des fois, il y a des agriculteurs à la tête de la transformation. Et il ne faut pas l'oublier. Il y aura des amendes. Il y aura des amendes. Il y a près de 400 enquêtes en cours. C'est colossal. C'est 4 fois plus que l'année dernière. Donc ça va tomber. Et vous l'avez très bien dit, la sanction, ce n'est pas la solution. Parce que quand il y a une amende, qui la paye, souvent, ce n'est pas le distributeur, hein, c'est l'industriel et les consommateurs. Donc moi, je ne suis pas un homme de sanction, je suis un homme de contrainte. Grégory Besson-Moreau, Éric Delorme, André Bernard, André Bouchu, merci beaucoup et surtout, merci à vous. Merci. Merci à vous.